Donc on est très heureux, comme je disais, de vous accueillir à l'Archipel pour cette conférence qu'on a intitulée Bâtiments bioclimatiques et sobriété des usages. Alors, j'ai peut-être même pas besoin de rappeler les enjeux, tant ils sont prégnants actuellement, en particulier dans l'actualité. Bien sûr, le plan de sobriété, où on doit, à très court terme, arriver à réduire de 10% nos consommations d'énergie. Et puis, bien sûr, l'actualité qui est toujours là, et depuis un moment, du réchauffement climatique et de la raréfaction des consommations énergétiques. Le bâtiment, c'est 40% des consommations d'énergie, et à peu près la même quantité des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc on a vraiment des enjeux qui sont hyper importants. Cette conférence, elle a lieu dans le cadre du Lab Recherche Environnement. Le Lab Recherche Environnement, c'est un partenariat entre Vinci et 3 écoles d'ingénieurs dans lequel on traite d'efficacité énergétique des bâtiments, de biodiversité et de nature en ville et de mobilité durable. C'est une approche qui est assez atypique, dans le sens où on est vraiment sur un partenariat multidisciplinaire. Donc nos partenaires sont l'école des mines, Agro et l'école des ponts. Depuis 2008, on a lancé à peu près 75 projets de recherche sur ces thématiques. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller les consulter, enfin en tout cas en consulter le florilège sur notre site qui est labrechercheenvironnement.org. Alors l'approche multidisciplinaire, on ne la cantonne pas seulement à des dimensions d'ingénierie, et donc on l'a ouverte encore plus. On travaille avec 3 écoles d'ingénieurs, mais on a aussi ouverte à travers des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, à d'autres thématiques, celles du digital, des data, la sociologie, et puis, et c'est l'objet du jour, l'architecture. Parce que cette approche multidisciplinaire, à notre avis, eh bien, c'est un des leviers les plus importants pour répondre à ces enjeux de consommation énergétique des bâtiments, et notamment les enjeux d'efficacité et de sobriété. Pour nous, le lien avec les architectes, c'est ce travail conjoint entre les architectes et les ingénieurs. C'est une pratique de conception qui, bien qu'elle soit souvent appelée des vœux, on a l'impression qu'elle est largement adoptée. Ce n'est pas encore forcément le cas. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer à la fois des initiatives et puis des personnes pionnières dans cette démarche-là. On voit également en France le renforcement réglementaire, avec par exemple le décret tertiaire qui vise à réduire de 40% à horizon 2030 les consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires. On voit également les questions d'interdiction à la location des passoires énergétiques, et à chaque fois ça repose, ces décrets-là, ces réglementations-là, sur des capacités à évaluer, des capacités à dire qu'on va réduire par rapport à une consommation initiale. Et donc ça nécessite pour toute la filière de la construction une montée en compétences en termes d'ingénierie énergétique et environnementale. Alors aujourd'hui, on va illustrer ce propos à travers le travail des élèves du module bâtiment bioclimatique de l'école d'architecture Ville et Territoire de Paris-Est. Donc c'est un module commun d'enseignement entre architectes et ingénieurs. Et puis on a un panel d'intervenants exceptionnel avec Marc. D'ailleurs, tu peux venir rejoindre le panel, hein. Tu n'es pas obligé de rester au premier rang. Donc on a Bruno Peuportier, que vous connaissez probablement, qui est directeur de recherche à l'école des mines, et qui va nous présenter l'outil d'ingénierie énergétique, et notamment comment on peut intégrer les dimensions de sobriété à une démarche de conception énergétique. Et puis ensuite, enfin même d'abord, parce que c'est eux qui vont introduire la journée, 2 architectes qui sont spécialisés dans l'approche bioclimatique. Marc Defouquet, anciennement enseignant à l'école de Paris-Est, mais depuis peu enseignant à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy. Et puis Johan Gaudin, qui lui est enseignant à l'université de Paris-Est actuellement, et qui contribue au module commun architecte-ingénieur. Donc je crois que Marc, tu vas introduire la présentation. On a une présentation d'à peu près une demi-heure, à l'issue de laquelle on pourra prendre des questions. Donc c'est aussi la façon dont on monte ces conférences, d'essayer de maximiser les interactions. Donc préparez vos questions, on pourra en prendre quelques-unes à l'issue de leur présentation. Donc, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, on va vous présenter bâtiment bioclimatique et sobriété des usages. Donc, cette présentation se présente en 3 parties. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un bâtiment bioclimatique et pourquoi la conception bioclimatique existe. Ensuite, comment concevoir un projet bioclimatique, donc de l'esquisse
au descriptif, et ensuite les outils qui sont utilisés pour y arriver. Voilà, donc la première partie. Alors, il faut savoir que donc, la problématique de s'abriter, de créer des conditions de confort à l'intérieur d'un bâtiment, c'est une problématique de l'architecture qui est majeure depuis que l'architecture existe, puisque c'est le but premier de l'architecture, et qu'elle a été dimensionnante avant l'ère industrielle. Ensuite, on s'est un peu écarté de ces sujets-là, dû à l'abondance des ressources et des moyens de se chauffer ou de refroidir les espaces. Alors, l'architecture bioclimatique et la conception bioclimatique, elle cherche à créer des conditions de confort, donc concevoir des édifices qui créent des conditions de confort adéquates à la vie humaine dans un contexte donné, en économisant les moyens matériels et énergétiques liés à sa construction et à son utilisation. Donc elle se rapporte à la physiologie humaine, qui est au cœur de la démarche, donc c'est bien les besoins humains en termes de physique, en termes de régulation thermique, puisqu'on a une régulation thermique qui est limitée, qui est au cœur, et les usages nos usages qu'on abrite dans ces bâtiments. Donc l'abri tente d'offrir des conditions de confort selon ces usages et en fonction des climats. Donc merci Johan pour cette introduction. Bien sûr, les réponses architecturales vont largement varier en fonction des climats, des microclimats, des écosystèmes, voire des macro-écosystèmes qu'on appelle les biomes, dans lesquels ils se situent. Ces macro-écosystèmes qui considèrent le sol, le vivant, la question du climat, constituent la ressource première de la constitution de ces architectures. On comprend bien donc que l'architecture ne peut pas être la même en fonction de ces données. Regardez en haut à droite, vous avez la course solaire à Bordeaux. En haut à droite, au milieu à droite, vous avez la course solaire à l'équateur. Et puis en bas à droite, la course solaire au pôle. Rien qu'avec cet élément du gisement solaire, vous voyez que les dispositifs, les morphologies des bâtiments, l'orientation ne peut pas être la même si on souhaite avoir un confort intérieur qui est globalement dans une classe de température et d'hygrométrie donnée, puisque nous sommes homéothermes, nous avons besoin de nous réguler thermiquement. La question de la régulation thermique, malheureusement, elle est devenue anecdotique par rapport à la réponse à nos usages quotidiens. Si on voit qu'en effet, il nous faut à peu près 1 tonne de CO2 pour chauffer nos habitats en moyenne en France, pour satisfaire nos usages d'habitat, il faut à peu près 1 demi-tonne de CO2 par an pour construire le bâtiment. C'est relativement faible en regard de tous les autres usages que l'on peut voir de notre vie quotidienne. Se déplacer, 2 tonnes de CO2, se nourrir, 1 tonne de CO2, voire plus. Donc il est bien question de quels usages dans ces bâtiments, est-ce qu'on peut mutualiser des usages, remettre en question ces usages. Ça va être au cœur de nos questionnements en termes de conception bioclimatique. Donc la conception bioclimatique, à quoi elle fait appel, à quel savoir-faire elle fait appel? En fait, pour concevoir des bâtiments bioclimatiques, on se situe en fait, finalement, on va utiliser tous les éléments et les outils qu'on a actuellement entre nos mains, à la fois pour les outils de représentation du projet, également pour les outils de simulation et de quantification physique des bâtiments et de des questions énergétiques et thermiques, ainsi que le savoir-faire constructif qui est lié au contexte réglementaire et aux pratiques de mise en œuvre. En fait, on a des études de conception qui sont plus poussées que pour un bâtiment classique, puisqu'on doit optimiser plus de choses. Elles sont parfois complexes. Les outils qui permettent cela nous permettent de concevoir réellement le bâtiment. Et on doit utiliser, bien sûr, des matériaux, des nouveaux matériaux, pour avoir une approche bas carbone ou faible en énergie grise, par exemple, dans un contexte donné. Donc on utilise de nouveaux matériaux et parfois on redécouvre des matériaux. Mais ils nécessitent en fait d'être mis au regard des nouvelles réglementations et des nouvelles normes. Et donc on doit créer de nouveaux savoir-faire pour pouvoir les utiliser. Par exemple,
un exemple de... Un exemple de construction partiellement autour du matériau paille. On peut citer donc cet exemple à Rosny-sous-Bois, où les architectes de la ville ont conçu un bâtiment partiellement en paille porteuse, avec une orientation héliotropique façade sud très intéressante, avec une protection solaire bien adaptée, une ventilation naturelle qui est activée par des cheminées solaires. On a même des toilettes sèches, un stockage énergétique intersaisonnier qui produisent un bâtiment qui est autour de 46 kWh énergie primaire, donc qui est un bâtiment très bas en consommation énergétique et en impact carbone, puisqu'il est principalement fait de paille et de bois, donc deux matériaux qui stockent le carbone. Une autre stratégie dans un climat tempéré, celui-ci est plutôt basé sur une question de régulation thermique, basée sur une enveloppe non pas isolée cette fois-ci, mais une enveloppe constituée de briques monomures de 80 cm d'épaisseur, donc qui est légèrement isolante, mais surtout qui est très lourde et qui a une inertie thermique très importante. Grâce à cette inertie thermique, le bâtiment peut se passer de systèmes de chauffage actif en dehors de l'éclairage artificiel que vous voyez qui est allumé certaines fois lorsqu'il fait en dessous de 22 degrés dans le bâtiment et qu'il n'y a pas les usagers pour le réchauffer. Donc un seul système de chauffage qui est déjà existant, c'est l'éclairage artificiel. Ici, le bâtiment a une énergie grise importante, briques monomures, briques de terre cuite, très épaisses, très lourdes. Donc on peut se poser la question de l'impact de cette énergie grise. Mais les architectes mettent en regard cet impact lors de la construction avec la capacité d'adaptation de ce bâtiment qui, vous le voyez, n'a pas une façade typique d'un bâtiment de bureau comme dans lequel on se situe, mais qui est plutôt une façade de bâtiment qui pourrait être du bureau, qui pourrait être du logement, en tout cas qui pourrait évoluer. Et la trame, l'épaisseur bâtie, est adaptée à ces différents usages. La conception bioclimatique, elle nous permet également d'intervenir sur des bâtiments existants, donc dans des situations construites. Par exemple, ici, une étude et des travaux qui ont porté sur le rééquilibrage thermique d'un bâtiment universitaire. Donc on voit on voit ici en fait comment en fait on peut rééquilibrer en fait les systèmes en fait qui étaient complètement décorrélés à la question des usages. Où il faisait chaud là où on n'avait pas besoin qu'il fasse chaud et il faisait froid là où on avait besoin qu'il fasse chaud. Donc en fait, le travail sur les systèmes a permis de rééquilibrer le bâtiment thermiquement et le travail sur l'isolation a permis en fait d'isoler de manière opportune les grandes façades nord par exemple, qui étaient extrêmement déperditives, sur un bâtiment contemporain où il n'était pas possible d'isoler à l'extérieur. Alors, ces exemples montrés précédemment pourraient être la norme. Malheureusement, ils ne le sont pas. Malheureusement, même on peut dire qu'ils sont très minoritaires dans la conception architecturale actuelle. Les principes de conception architecturale actuelle sont encore le fruit de l'abondance dont on hérite des 30 Glorieuses, et il ne prend pas en compte des paramètres tels que le climat, l'énergie, l'économie des ressources, ou parfois par le biais de l'économie financière, mais heureusement, on peut dire que les étudiants, eux, ne sont pas en reste, voire ils sont en avance sur les praticiens. Donc quand on regarde un petit peu le spectre des enseignements, on voit que déjà à l'école primaire, il y a plusieurs enseignants qui m'ont contacté pour faire des participations lors d'activités associées à la conception bioclimatique. Au lycée, les élèves de la filière STI 2D font des TD qui portent sur la question de la conception bioclimatique. Si on regarde les intitulés des enseignements, sur les 20 écoles d'architecture en France, il y en a 16 qui ont des enseignements soit de support de projet, soit directement dans le projet qui portent la mention architecture bioclimatique. En IUT et en génie civil, ces méthodes sont enseignées.
Les écoles d'ingénieurs ne sont pas en reste, même si je pense qu'il y a une demande très élevée des étudiants ingénieurs, notamment on peut le voir avec le mouvement Engineers Declares qui s'est diffusé dans les écoles d'ingénieurs, qui s'y mettent. Par contre, les professionnels, on peut voir qu'ils se retranchent derrière les approches réglementaires, ils courent derrière les approches réglementaires, les unes après les autres. Donc maintenant, on est acculé, il faut traiter la question du carbone dans la réglementation environnementale, mais ces questions qui se posaient il y a 10-20 ans n'étaient pas du tout intégrées dans la conception. Donc on voit que l'approche réglementaire oblige les concepteurs, mais heureusement, ils vont avoir des praticiens formés et bien formés sur ces thématiques. Donc c'est pour ça que nous avons choisi dans la deuxième partie de montrer des images uniquement issues d'études d'un enseignement commun avec l'École des Ponts et l'École d'architecture de la ville et des territoires de Paris-Est. Un enseignement qui mutualise des approches d'ingénierie, des approches architecturales et dont les étudiants sont architectes déjà diplômés qui viennent se former sur les questions de la conception bas carbone dans le cadre d'un post-master qui s'appelle Post-Carbone, POCA, et de l'École d'architecture de la ville et des territoires, et des étudiants de 3e année de l'École des Ponts qui ont un intérêt sur ces questions. Et Bruno m'a dit d'ailleurs qu'on avait doublé ou triplé les inscriptions cette année, donc on voit bien qu'il y a un intérêt pour ces questions-là. Donc le projet consiste à... En fait, tous les étudiants ont un programme commun. Donc c'est une station météo, une station de recherche où il y a des chercheurs qui vont être donc 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, qui vont habiter le site. Et par contre, ils ont des climats qui sont tous différents donc, dans le monde entier. Et en fait, on va venir comprendre comment en fait, s'adapter à chaque climat et regarder les climats, on regarde les uns par rapport aux autres pour voir comment ce programme finalement se matérialise et se met en forme. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc une analyse de site, et donc une analyse de site qui est assez traditionnelle finalement, mais on double à cela une analyse du climat. On va comprendre par exemple avec le diagramme de Givoni où se situent en fait les zones de confort du climat, où se situent à peu près les températures et l'hygrométrie du climat, et où se situe la zone de confort qu'on cherche à atteindre, et comment finalement on essaie d'atteindre ces zones de confort à l'intérieur du bâtiment avec finalement les moyens les plus simples et les plus sobres possibles. Donc, dans un premier temps, on va déjà regarder la question de la thermique et de l'implantation au travers de scénarios d'insertion. Donc, on va étudier différents types de volumétrie qu'on va mettre au regard et qu'on va pouvoir, grâce au logiciel et aux outils que l'on a, on va pouvoir les analyser en termes de consommation, de besoins, en fait, de besoins plus de consommation, mais de besoins en chauffage, de rapport au site, etc. Ces scénarios d'insertion, on va d'abord approcher la thermique, on va rapidement les mettre en perspective par rapport à l'éclairage naturel. Il faut savoir que si on regardait que la question de la thermique, finalement, on serait contraint et on irait plutôt vers des systèmes et des bâtiments très compacts et très clos. Mais ce n'est pas ce que l'être humain aime avoir comme espace. Il aime avoir de la lumière naturelle, un éclairage naturel. Et donc, on va commencer comme ça à intégrer différents autres entrants et commencer une synthèse. Donc, le premier, ça va être l'éclairage naturel. Donc, on va leur demander de quantifier l'éclairage naturel dans ces scénarios et d'essayer de faire la part des choses entre thermique et éclairage naturel. Ensuite, dans cette approche, ils vont essayer de synthétiser assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment dans les phases d'esquisse et d'avant-projet sommaire, on va dire. Et dès l'esquisse et l'avant-projet sommaire, ils vont prendre position donc, sur un scénario et mettre en forme une enveloppe et définir un système constructif en regard avec le site et les ressources qui sont propres au site. Cela vraiment dans les toutes premières séances. Voilà, donc par rapport à un processus traditionnel, on a déjà défini assez vite la question du système constructif. Et cette question du système constructif, elle a été regardée en fonction du site et en fonction de l'écosystème dans lequel on était. On peut même dire
que c'est une évaluation, que l'étude de site a été intéressante du point de vue de l'évaluation des ressources en tant que ressources matérielles, les matériaux, les gisements, mais aussi en termes de ressources, de compétences qui sont présentes sur un site. On va avoir une vision qui ne s'arrête pas au moment où on conçoit, mais on est dans une situation de dégradation du climat et on ne peut pas faire l'impasse sur l'impact, le climat qu'il fera demain. Donc, en s'appuyant sur les études du GIEC et des scénarios qui ont été produits, on peut reconstituer le climat qu'il fera en fonction des différents scénarios dans certains sites. Alors, ce sont des hypothèses, c'est une prospective, et cette prospective climatique nous permet d'anticiper un certain nombre de choses, d'anticiper le comportement du bâtiment en fonction de cette modification de température, mais on va essayer aussi d'anticiper le fonctionnement du bâtiment en fonction de l'évolution du milieu. On comprend bien que ces écosystèmes ou macro-écosystèmes, quand on regarde l'aridité, la température de ces écosystèmes, eh bien, ils sont modifiés. Donc on ne peut pas concevoir un bâtiment en disant qu'il va être chauffé avec le bois local d'une forêt qui, dans 15 ans, n'existera plus. C'est bien la question du temps et de la pérennité en architecture qui est convoquée ici. Ensuite, une fois que l'esquisse est terminée, on va accompagner la description du projet. On a un certain nombre de constructeurs, bâtisseurs dans cette salle. Ils savent à quel point la description du projet est cruciale. Donc le projet technique global va être décrit de façon précise. On va détailler l'enveloppe, les systèmes, comment le chantier va se dérouler, mais on va aussi décrire l'usage intérieur, l'usage à l'extérieur du bâtiment, les abords. On va vérifier la stabilité de l'ouvrage au niveau de la structure, mais au niveau de son usage dans ce climat dégradé, et dans cet écosystème qui va être modifié. Donc ça nécessite une synthèse entre les membres de la maîtrise d'œuvre toujours plus complète et toujours plus fréquente. Si on pouvait, il y a quelques années, envoyer le plan au dernier moment au bureau d'études, ça n'est plus possible. On est obligé de se mettre d'accord sur les conditions thermo-hygro de chaque locaux et de bien imaginer ensemble quel va être l'usage du bâtiment. En un mot, il faut anticiper ensemble. Ensuite, on va définir les systèmes. Et cela, on va les regarder par rapport bien sûr aux ressources disponibles et par rapport au mix énergétique régional. Donc, en ayant en fait une approche pour avoir un impact carbone le plus bas possible. On va également optimiser l'éclairage artificiel en fonction des teintes intérieures et du mobilier. Et également les systèmes de traitement d'air. Aussi, on peut les regarder comme des systèmes à un instant, mais aussi on peut les regarder dans la question de la pérennité, comment ils vont être utilisés dans 10, 15, 20 ans. Donc on va faire toute une synthèse sur les systèmes. Donc cette question des systèmes, là, elle implique des études très complexes. Vous avez vu l'exemple sur le cheminée de ventilation naturelle par tirage thermique solaire. On a besoin d'études de plus en plus complexes, des études aux éléments finis. Donc voilà, on n'est pas, en tant qu'architecte, doté de suffisamment d'outils pour répondre à ça. Et dans la maîtrise d'œuvre, on doit avoir de nouveaux outils qui nous permettent de répondre à ces questions-là. Et les ingénieurs les mieux formés du monde peuvent nous donner des réponses. Et s'il n'y a pas d'outils, on n'arrivera pas à massifier ces réponses et avoir des réponses adaptées de manière à plus d'un seul projet. On va mettre également au regard les systèmes constructifs par rapport au schéma statique. Donc on va regarder en fonction des savoirs constructifs locaux et de la mise en œuvre des matériaux pour la structure, quels sont les schémas statiques les plus simples. Donc on va vérifier en fait les schémas statiques et on va définir l'enveloppe. Donc on va faire des détails qui permettent le hors d'eau, hors d'air, le hors gel, via l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau.
Et on va regarder les points singuliers et les ponts thermiques qui peuvent être créés par l'enveloppe. Donc là, il y a un gros travail de définition des détails, de connexion structurelle, de questions et d'interaction avec la thermique. Et on va apporter une sensibilité particulière, parce qu'on va souvent travailler avec des bâtiments biosourcés ou géosourcés, aux problématiques de migration de vapeur d'eau et de condensation. Finalement, ces questions de matériaux, maintenant qu'on arrive vraiment à la question du matériau, elle va nous faire changer les façons dont on va aborder le chantier. Les phasages de chantier, qui étaient un peu quelque chose qu'on regardait de loin, nous en tant que concepteurs, eh bien, on va être obligé de les traiter de manière beaucoup plus précautionneuse. Si on construit en paille, c'est l'exemple qui est donné ici, on est obligé d'avoir une protection à la pluie de la paille à tout moment du chantier. Donc en 5 minutes, il va falloir qu'on puisse déployer un pare-pluie pour protéger les bottes, sinon on a une moisissure. Ces questions-là liées à des matériaux biosourcés, en fait, elles existent dans le bâtiment traditionnel, sauf que dans le bâtiment traditionnel, on met un peu ça sous le tapis, c'est-à-dire qu'on voit très largement des isolants qui sont détrempés, qui ont une capacité isolante très amoindrie de ce fait-là, en façade de bâtiment, avec des chantiers qui sont arrêtés 2 semaines, 3 semaines pour intempéries, et un isolant qui est détrempé, c'est côté extérieur, en tout cas, qui n'aurait pas les caractéristiques techniques et thermiques qui sont souhaitées. Donc là, le passage à des isolants qui sont peut-être un peu plus sensibles, à des modes constructifs qui sont peut-être un petit peu plus légers, un petit peu moins durables d'un certain point de vue, eh bien, font que l'on doit remettre en question le phasage du chantier. Et finalement, on va traiter des problématiques telles que la qualité de l'air intérieur. C'est sûr, quand l'isolant est humide à l'intérieur, eh bien, il va moisir et on va avoir un dégagement de moisissure à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on va être obligé d'être très sensible à ces questions-là. Et in fine, on va avoir un bâtiment qui va être plus sain. Donc, il faudra anticiper la phase de chantier, mais surtout, on y revient, anticiper le fonctionnement. Et ça, c'est une des choses les plus complexes. Décrire le fonctionnement du bâtiment, décrire le fonctionnement des systèmes, qui ne sont pas forcément les mêmes systèmes pour tous les bâtiments. On n'a pas de standard, on est obligé d'avoir recours à des systèmes, on vit avec tous les jours. Eh bien, dans le bâtiment, ces systèmes doivent être faciles d'usage, mais aussi facilités par l'architecture, par un certain design d'utilisation. Les espaces extérieurs doivent être traités, ils font partie de l'architecture. C'est une capacité très importante en termes de bâtiment, si on veut réduire l'impact du bâtiment, de sortir des espaces non chauffés de l'enveloppe du bâtiment, de faire à l'extérieur ce qu'on peut faire à l'extérieur sans bâtiment. Là, on peut peut-être parler même de ces serres bioclimatiques ou vérandas bioclimatiques qui sont vendues sur Internet. Bon, là, c'est peut-être tout à la fin. C'est un épiphénomène, c'est un peu caricatural de vendre ces serres et ces pergolas sous le nom de bioclimatique, quand vous avez vu toutes les démarches que l'on fait pour vraiment avoir un impact limité. Et je ne suis pas sûr que ces pergolas en aluminium aient vraiment un impact positif sur le fonctionnement du bâtiment. Comme les usages et le contexte climatique évoluent, il va falloir anticiper le fonctionnement de ce bâtiment face à d'autres usages, à d'autres climats, voire même des situations de crise. Donc certains parlent de résilience, d'autres de robustesse du bâtiment. En tout cas, nous, on va être, y compris dans le descriptif du bâtiment, on va devoir être très sensible à cette question de fonctionnement. Et là, je peux dire que ce n'est pas gagné. Donc on va aborder les épisodes donc, de canicule et également les épisodes de grand froid pour comprendre comment le bâtiment peut se comporter dans ce type de climat dégradé. Donc on va arriver maintenant à la conclusion de ces 2 premières parties. Quelles sont du coup les choses que l'on voit? En fait, c'est que la conception bioclimatique, elle bouscule la chronologie de la conception.
C'est-à-dire que dans la conception que l'on a, qui est héritée en fait des 30 Glorieuses, où on a créé un système de conception du bâtiment, aujourd'hui, quand on doit définir le système constructif dès les premières phases, eh bien, ça chamboule toute la conception du bâtiment. On ne peut pas changer de système constructif à la toute fin quand on travaille avec les entreprises pour la mise en concurrence des entreprises, ou parfois pendant le chantier. Donc il y a une chronologie qui est vraiment bouleversée. Ça nous demande de sortir d'une démarche pure de technicien où on va voir les choses les unes après les autres dans une espèce de routine. On a besoin vraiment d'ingénieurs et d'architectes aguerris qui vont pouvoir problématiser, à chaque fois être agiles et pouvoir intervenir sur des systèmes et sur des bâtiments à chaque fois différents. Il y a une intégration de ces nouveaux enjeux. En fait, ils demandent un esprit de synthèse fort dès l'esquisse. Donc, à la fois, ce qu'on voit, c'est que les architectes, c'est un peu le savoir-faire de l'architecte, même si il peut être amélioré, mais on voit aussi que c'est une nécessité aussi d'avoir cet esprit de synthèse chez les ingénieurs, et c'est souvent dans ce projet-là, bâtiment bioclimatique, on voit vraiment que les ingénieurs se prennent au jeu de l'action de la synthèse. Et ça demande aussi des décisions partagées en fait, au sein de la maîtrise d'œuvre. On ne peut pas avoir un architecte ou un mandataire qui prenne toutes les décisions. On a besoin que toutes les parties prenantes de la maîtrise d'œuvre puissent co-construire le projet, parce qu'ils sont tous une part en fait, de la solution. Et l'insertion au site également est réinterrogée. On voit qu'on a une insertion au site qui a été... on avait cru trouver une forme de solution d'intégration au site entre nous les architectes. Et en fait, quand on reprend tous ces enjeux-là, eh bien, on doit se poser la question du site de manière différente. La question de l'implantation également est primordiale. Donc du coup, ça nous demande parfois de sortir de schémas où la question urbaine va être vraiment prédominante. Puisque si on veut avoir des économies d'énergie et en tout cas un bâtiment à faible impact, la question de l'insertion, elle peut suivre d'autres chemins comme l'orientation, etc. Voilà pour ces deux premières parties. Nous allons maintenant accueillir Bruno Peuportier pour la troisième partie, les questions des outils, sans lesquels nous ne pourrions pas faire tout ça. Merci, bonjour. Donc effectivement, j'ai la lourde tâche de faire utiliser des outils d'ingénierie à des architectes. Et en plus, il y en a plusieurs, parce qu'on va aborder la thermique pour les échanges de chaleur, mais aussi l'éclairage, la mécanique des fluides pour les mouvements d'air, l'énergétique et peut-être la thermodynamique avec certains systèmes de chauffage ou de climatisation, puis les énergies renouvelables, et l'analyse de cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux. Alors, ça commence dans la douleur, ce module, parce qu'on va devoir dessiner des bâtiments, des variantes, des esquisses. Avec un outil, c'est un peu comme si on demandait à un aquarelliste d'utiliser un rouleau de peinture. Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on ne va pas chercher à vendre la plus belle maquette lors d'un concours d'architecture, mais à mieux comprendre la physique du bâtiment, un petit peu comme lorsqu'on apprend à conduire, avant de monter dans la voiture, on peut utiliser un simulateur pour mieux comprendre les effets de ces mouvements sur la course de la voiture. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas encore de permis de construire au sens du permis de conduire, mais c'est un peu l'idée de pouvoir utiliser des outils pour mieux cerner l'effet de ces choix de conception. Est-ce que je conçois quelque chose de compact, de plus ou moins vitré, d'orienté d'une certaine façon par rapport au soleil, etc. Et quelles vont être les conséquences ensuite sur les différents phénomènes physiques et comment on va pouvoir anticiper le comportement du bâtiment. Alors, simulation thermique, on va représenter les évolutions de température au cours du temps. Est-ce qu'il va y avoir des surchauffes l'après-midi? Est-ce qu'il va y avoir des surchauffes l'été ou des points trop froids, etc. Donc ça, c'est une première façon de se représenter un petit peu la qualité thermique de ces espaces, sachant que dans ce projet,
on a fait exprès de considérer plusieurs espaces à des usages différents. C'est-à-dire que c'est une station qui va accueillir des chercheurs avec un espace de travail, un espace de jour, un espace de nuit pour vivre, et donc avec des scénarios d'usage différents où les températures ne vont pas forcément devoir être constantes toute la journée. Et on va aussi repérer les espaces où il peut y avoir des risques de surchauffe, par exemple, au cours du temps. L'éclairage, on en a parlé, donc c'est là aussi quelque chose de compliqué parce qu'on va devoir remettre en question la conception de départ qui était axée sur la thermique, et c'est vrai que les étudiants n'aiment pas trop quand on leur dit « bon, bah, c'est bien ce que vous avez fait, mais il va falloir changer un petit peu ». Ils ne sont pas toujours d'accord avec ce système itératif et ils comprennent la complexité de la conception. L'analyse de cycle de vie, donc là maintenant on va prendre en compte différentes étapes dans le cycle de vie depuis la fabrication des produits de construction et pas seulement donc l'utilisation du bâtiment, y compris jusqu'à la fin de vie. Donc ça va nous amener à comprendre différents aspects de ces performances environnementales. Il y a le réchauffement climatique avec un indicateur en CO2, mais sur ce graphe, vous voyez qu'il y a plusieurs axes avec différents indicateurs, et on va s'occuper aussi de biodiversité, on va s'occuper aussi de santé, de déchets, de consommation d'eau, et pas seulement d'énergie donc, et de climat, pour pouvoir optimiser un ensemble d'aspects environnementaux et pas risquer de remplacer un impact par un autre. Alors, les mouvements d'air, c'est vrai que les architectes dessinent souvent des flèches et l'air est censé passer dans tel sens, monter, descendre, etc. En fait, il n'y a rien de plus désobéissant que l'air, à part peut-être quelques chercheurs, mais bon. Mais en tout cas, il est toujours prudent de vérifier un petit peu que ça se passe comme prévu, ce qui n'arrive pas d'ailleurs tout le temps, mais ça peut aider de regarder en fonction du vent, en fonction des différences de température, qu'est-ce qu'on peut dire de ces mouvements d'air et comment on peut favoriser des conceptions qui vont permettre d'avoir un meilleur confort. Alors, l'énergétique, on parle de plus en plus de manque d'énergie, de problèmes d'approvisionnement en gaz, en électricité, et c'est vrai que les renouvelables, finalement, localement, ça peut permettre de moins dépendre d'importations, etc. Et c'est par précaution sans doute un système intéressant à intégrer dans ces bâtiments. Et d'autre part, les bilans environnementaux montrent que c'est intéressant. Alors, un exemple de rendu, c'est-à-dire que on va jouer sur ces différents espaces. Est-ce qu'on va mettre la zone de travail au rez-de-chaussée, au premier étage? Est-ce qu'on va la mettre au nord, au sud? Où on va placer les chambres? Est-ce qu'on va créer un patio, une véranda ou un atrium? Est-ce qu'on va enterrer certains espaces en fonction du site? Tout ça, c'est des questions qu'on aborde dans ce module. Et chaque groupe, en fonction du climat qu'il a choisi, donc dans les groupes, il y a à peu près moitié ingénieur, moitié architecte, et chaque groupe va choisir un climat. Et donc les conceptions vont être très différentes d'un groupe à l'autre, parce qu'ils n'ont pas le même climat. Et donc on va les forcer à justifier leur choix, à expliquer aux autres groupes et à nous leur démarche de conception. Alors, la sobriété, je termine là-dessus parce qu'on nous avait dit que cette conférence s'inscrit dans cette actualité du plan sobriété, etc. Et en fait, la sobriété, elle est très liée aux usages, au comportement, et le fait de se chauffer à 20 degrés plutôt qu'à 23, de réduire ses consommations d'eau chaude, d'électricité, de mieux trier ses déchets ou de choisir un mode de transport à moindre impact, eh bien, c'est aussi des questions de choix de chacun. Alors, j'ai repris des diapos d'il y a 20 ans
lorsqu'on a commencé, ça fait même presque 30 ans maintenant, lorsqu'on a commencé à travailler sur ces questions d'analyse de cycle de vie, une des premières questions qui nous a été posée, c'est finalement vous aider à concevoir des bâtiments à moindre impact, mais est-ce que les performances ne sont pas aussi beaucoup liées au comportement des habitants ? Et donc pour répondre à ça, on a fait une comparaison croisée, où on a comparé deux types de conceptions, donc on a appelé référence, et puis à l'époque c'était la haute qualité environnementale, donc avec une conception mieux isolée, avec davantage de vitrages bien orientés, des équipements pour trier les déchets ou économiser l'eau, etc. Et on a croisé avec deux comportements qu'on avait appelés économes et entre guillemets gaspilleurs ou dépensiers. Donc il y en a un qui se chauffe à une plus grande température, qui consomme plus d'eau et d'électricité, qui trie pas ses déchets, etc. Et sur ce diagramme radar où chaque axe correspond à un indicateur, et puis si on se rapproche du zéro, c'est qu'on a zéro impact, donc c'est mieux d'être vers le centre. Et bien finalement, on s'aperçoit que les deux aspects sont importants, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bien concevoir un bâtiment pour réduire les impacts environnementaux, mais le comportement des occupants est aussi très très important. Et finalement, ce qu'on avait fait il y a 20 ans, ça revient au goût du jour, enfin ça l'a toujours été un petit peu, bien sûr, avec cette notion-là actuelle de sobriété. Donc, en conclusion de tout ça, donc les outils, entre autres du lab, sont maintenant opérationnels. Ils sont diffusés auprès de 4000 utilisateurs, mais il y a encore des marges de progrès pour les améliorer et en faciliter l'usage, en particulier par les architectes urbanistes. Donc, on parle de la maquette numérique, du BIM, où on commence à avoir des liens avec des outils métiers qui sont peut-être plus appropriés pour les architectes, encore qu'en phase amont de conception, en esquisse, je ne suis pas sûr. Il y a aussi la conception paramétrique, on commence à faire des chaînages entre ces outils. Et bien sûr, le dialogue entre architectes et ingénieurs est vraiment essentiel. Et là, c'est une bonne surprise que les étudiants travaillent en groupe et prennent plaisir à échanger entre des métiers différents. Et on a lancé donc au niveau du lab un séminaire, ça fait déjà plusieurs années qu'on organise des sessions de ce séminaire entre architectes, urbanistes et ingénieurs pour essayer de faire progresser les outils pour les différents métiers. Voilà, donc je vais m'arrêter là et on a maintenant un petit temps d'échange. Merci. Alors merci à tous les trois. Alors vous avez parlé des chiffres d'inscription à votre option qui ont explosé. C'est quoi l'ordre de grandeur là, du x2, x3 et quels sont les débouchés? Parce que les ingénieurs, est-ce qu'ils vont travailler dans des cabinets d'architectes et les architectes deviennent des grands ingénieristes? Enfin, quels sont les débouchés? Pas mal en bureau d'études environnementaux, bureau d'études thermiques, bureau d'études environnementaux, je dirais. Donc des débouchés et des agences d'architecture qui intègrent ces méthodologies et ce type de travail. Donc je dirais principalement bureau d'études environnementaux et un peu en second ordre des agences d'architecture. Il y a aussi pas mal de débouchés en recherche. Alors, on ne cherche pas à augmenter le nombre d'étudiants dans chaque module parce qu'il faut prendre le temps de bien les encadrer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'autres écoles d'architecture commencent à organiser des modules un peu similaires. Donc là, je vais aller à Versailles, à l'école d'architecture de Versailles, pour un autre projet un petit peu du même type. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La première, en général, est toujours la plus compliquée. Monsieur. Le micro, c'est bien parce qu'il y a un replay après. Ah oui, parfait. Merci. Oui, Patrick Ruit, Audit Conseil. Merci pour votre intervention. Le mot anticipation revient souvent. Vous avez cité les architectes, les ingénieurs. Est-ce que vous travaillez pour anticiper les phénomènes, l'évolution de la forêt, l'évolution du climat, avec d'autres experts
justement les climatologues, les experts de la forêt, l'évolution de la forêt. Merci. Oui, alors, dans le lab, il y a la participation d'AgroParisTech, où effectivement, ces questions d'approvisionnement en matériaux et de bonne gestion des forêts sont intégrées. Donc c'est vrai que dans une analyse de cycle de vie, il est intéressant de faire la part des choses entre du bois qui provient d'une forêt certifiée, où on s'assure qu'il y a un nouvel arbre qui va repousser si on a coupé un arbre pour l'intégrer dans un bâtiment, en faire du bois de construction. Parce que finalement, si on se contente de dire l'arbre, quand il a poussé, a absorbé du CO2 de l'atmosphère, mais qu'on ne s'assure pas qu'il y a un nouvel arbre qui repousse, on ne change pas grand-chose, parce que le stockage du carbone, il aurait été tout autant stocké dans la forêt si on avait laissé l'arbre dans la forêt. Donc ce qui permet de vraiment absorber du carbone, c'est de faire repousser un nouvel arbre. Et inversement, en fin de vie, si on se contente de brûler le bois en fin de vie, on va réémettre le CO2 vers l'atmosphère, alors que si on le recycle ou si on valorise l'énergie, ou même si on le stocke dans un stockage pérenne, à ce moment-là, on va réellement contribuer à du stockage de carbone. Donc effectivement, il ne suffit pas d'analyser ce qui se passe dans le bâtiment lui-même, mais de regarder les conséquences sur des systèmes plus globaux. Pour répondre à la question également sur les projets donc, du POCA, du POCA post-carbone, il y a d'autres projets où finalement on intervient sur des échelles plus grandes avec des acteurs publics, avec notamment l'année dernière c'était sur l'utilisation du pisé par exemple, où là on va du coup c'est 6 mois de recherche et on va interviewer et rentrer en relation avec des gens qui sont dans ces filières, qui sont sur site en fonction des problématiques abordées. Mais c'est d'autres projets. J'ai une question. Bruno décrivait l'importance des usages en fait pour la notion de sobriété. Vous avez beaucoup parlé de l'usage qui était au centre de votre, une des données d'entrée clés de votre processus de conception. Est-ce que justement ces enjeux de sobriété, vous avez des astuces pour les accompagner vers les usages vertueux par exemple? Enfin, comment vous appréhendez cette question-là? Déjà qu'il y a une question on remet les usages aussi au travers de la question de la pérennité, c'est-à-dire des choses qui vont être robustes aussi en termes qu'on va utiliser dans le bâtiment. Par exemple, on peut regarder les systèmes de traitement d'air par rapport à la question de la pérennité, à l'entretien par exemple. Si on se situe sur un bâtiment qui est en milieu urbain avec beaucoup d'accès à la maintenance, etc. Ou si on a un bâtiment en milieu rural où ça va être très compliqué de venir entretenir, par exemple, les filtres d'une double flux, par exemple, ces sujets-là, ils peuvent être regardés. On va aussi regarder l'usage plus pratique du bâtiment. Si on a un système donc, de fermeture et d'obturation du bâtiment la nuit, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit le plus simple possible et que ce soit utilisé, que les systèmes ne se cassent pas, par exemple. Donc, toutes ces questions de pérennité, on va les regarder comme ça, par exemple. C'est une des premières entrées. Oui, moi je pense qu'il y a aussi toute la question tu l'as bien dit, Joanne, sur la facilité d'accès à un moyen de transport doux par rapport à la facilité d'accès à un autre moyen de transport motorisé va être au cœur de notre réponse. Alors bien sûr, c'est difficile de dire à son client, je suis désolé, ta voiture, il va falloir faire le tour pour la garer. Mais on n'a pas, en fait, on a ce rôle social aussi. Donc on a un rôle de proposer. Donc par exemple, là, je gare mon vélo, c'est très facile, j'ai une tonnelle et mon vélo est garé, sécurisé. Et par contre, si je prends mon véhicule à moteur, je dois faire le tour. De la même façon pour les questions des protections solaires, de la ventilation naturelle par rapport à la ventilation mécanique, eh bien, toujours se poser la question de ce qui est le plus simple. Et on va orienter, alors ça c'est un peu les architectes ont quelque part un rôle social, ils ont beaucoup construit pour le prince, ils ont fait des palais, ils ont séparé le prince du peuple, donc
ils ont un rôle social et d'une certaine manière, ce rôle, s'il peut être en faveur d'une liberté collective plus grande, je pense qu'il doit le faire. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Peut-être un témoignage personnel quand on a commencé à travailler sur ces questions-là il y a quelques années avec Nathalie qui fait non de la tête. Non mais Nathalie, je ne vais pas te faire poser de questions, mais c'est vrai que c'était intéressant. C'était quand ? 2006 ? Quand on commençait à aborder ces questions-là, on voyait qu'on entendait dire que les bâtiments performants, ça devait coûter forcément 20% plus cher. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on concevait un bâtiment comme on le faisait jusqu'à présent. Et puis à la fin, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute pour qu'il devienne HQE, pour qu'il devienne vertueux, etc. Et on voit vraiment l'enjeu que ça pose, en fait, de se poser ces questions-là le plus en amont possible pour arriver à des solutions qui soient intégrées et donc qu'on imagine, en tout cas, à coût constant et sans grand surcoût sur les projets. Peut-être... je ne sais pas s'il y a une réaction par rapport à ça particulière, mais il y avait un sujet aussi que tu as souligné, Bruno, sur le fait qu'il fallait mieux comprendre la physique des bâtiments. Et c'est vrai que peut-être que les architectes doivent mieux comprendre la physique des bâtiments, mais je pense aussi les usagers. Et on le voit bien avec ce qui se passe tous les étés caniculaires. Les gens apprennent progressivement à mieux occuper les logements, à mieux se protéger du soleil. Et je pense que là aussi, il y a un rôle d'accompagner l'occupant. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle de l'architecte ou du chercheur, mais en tout cas, il y a probablement des gros sujets à travailler là-dessus. Oui, c'est clair. C'est pour ça que dans les 3 exemples, on a choisi d'avoir un exemple en réhabilitation. Il est clair que si pour les besoins d'un exercice pédagogique, on a choisi de faire un bâtiment neuf, les enjeux, ils sont dans l'existant, dans la réhabilitation, la rénovation éventuellement, mais l'adaptation du bâti existant et à des usages. Et la problématique, c'est que les usages changent très vite. Et donc comment on s'adapte à ça n'est pas facile. Par exemple, il y avait 2 stratégies qu'on a présenté les exemples, à la fois le centre de loisirs en paille à Rony-sous-Bois et à la fois les bureaux en Autriche. Donc c'est deux exemples assez différents, c'est-à-dire que le premier est très lié à l'usage, le centre de loisirs, et le deuxième, en fait, c'est une carcasse. Finalement, c'est un bâtiment qui peut s'adapter en fonction dimensionnellement, en fonction de son accès à la lumière naturelle. Il peut s'adapter à plein d'usages. Et c'est vrai que ces architectes autrichiens développent leur approche sur la non-détermination des usages. Donc l'architecture, elle est d'abord pérenne et ensuite, elle permet en fait cette mutation. Voilà, et pour eux, c'est ça qui leur... c'est pour ça qu'en fait, qu'ils utilisent, en fait, ils utilisent de l'énergie grise dans leur bâtiment parce qu'ils les mettent au regard de l'année de cycle de vie, c'est-à-dire que le bâtiment, il va durer pour eux 200, 300, 400 ans. Voilà. À voir. Oui, sur cette question des usages, il y avait une étude intéressante en Allemagne sur un nouveau quartier avec une trentaine de maisons identiques, en fait, sur lesquelles ils ont mesuré les consommations d'énergie. Et il y avait un facteur 10 entre celles qui consommaient le moins et celles qui consommaient le plus. Et la conception était exactement la même, hein, c'était les mêmes maisons. Donc ça montre l'importance de l'usage sur la performance. Et par rapport au coût, là aussi, c'est un peu lié à ce rôle de l'occupant. Sur les bâtiments, le siège de notre éditeur de logiciels qui est en structure bois, isolation en paille, avec pourtant des équipements assez sophistiqués de géothermie avec une pompe à chaleur, de photovoltaïque, de solaire thermique. Ils ont réussi à maintenir le coût de travaux ou de réalisation à 1 500 € par mètre carré. Grâce en fait à leur intervention personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à faire certains travaux qui peuvent être faits par les occupants eux-mêmes dans le bâtiment. C'est aussi une façon peut-être de pouvoir concilier la performance et le coût.
Si vous me permettez, donc une autre question. Vous avez fait référence à la réutilisation de matériaux. Pourriez-vous nous donner un exemple concret d'études sur la réutilisation de matériaux permettant d'éviter le CO2 lors des transports en zone de déchets des dits matériaux? Donc, vous voulez savoir si on a d'exemples de réemploi de matériaux et si ce réemploi de matériaux est pertinent d'un point de vue de l'impact environnemental? Alors, le réemploi de matériaux est en fonction du type de matériaux est soit intéressant, soit très intéressant. Bien sûr, il y a la question du transport, mais elle est secondaire par rapport à la question du matériau. Si on réemploie un matériau, avant d'atteindre le niveau d'impact juste par le transport, il faut aller le chercher loin. Donc c'est de l'ordre d'un point de vue carbone, il me semble que c'est 2000 km pour de l'acier. Non, peut-être, oui, c'est 2000 km, je crois, pour de l'acier. Et puis on descend à 100 km pour du béton. Voilà. Donc il faut déjà aller le chercher vraiment loin pour avoir un impact égal à si on utilisait un matériau neuf qu'on trouverait juste à côté du chantier, juste en impact carbone. Donc après, bien sûr, il faut optimiser la question des transports, mais aujourd'hui, sur le réemploi, on a plutôt une problématique de stockage et de où est-ce qu'on met ces matériaux de réemploi avant de les réutiliser sur le chantier. Et donc là, on a encore besoin de pas mal de partenaires. Tout le monde est intéressé, mais personne n'a l'air d'être vraiment prêt à mettre de la surface à disposition pour le faire. Et dans les exemples concrets, vous aviez cité Rosny et l'Autriche pour la paille, l'utilisation de la paille. Est-ce que vous avez un exemple concret en région parisienne de réutilisation de matériaux usagés dans la construction d'ouvrages? Oui, déjà, il y a des tuiles en fait, qui peuvent être des fois réutilisées quand on est amené à déconstruire ou à rénover certains bâtiments. Je voulais quand même intervenir sur les transports. On avait comparé, par exemple, du photovoltaïque français et chinois. Donc le chinois, il vient de 19 000 km en bateau, mais c'est des très grands porte-containers avec... du coup, l'impact est assez faible du transport, même sur 19 000 km. Il ne faut pas hypertrophier l'impact du transport. Ce qui fait la différence, c'est plus le fait que pour produire le photovoltaïque, il faut de l'électricité et que l'électricité en Chine est plus carbonée qu'en France ou en Europe. Mais donc, le transport, il ne faut pas s'en faire une montagne. Hein, voilà. Sinon, tu voulais compléter sur d'autres. Sur le réemploi, donc il y a des différents exemples. Il y a Encore Heureux qui a fait donc le pavillon à côté de l'ancienne préfecture Sully-Morland. Donc il y a eu un pavillon temporaire et il y a eu énormément d'éléments de réemploi de ce bâtiment dans le nouveau bâtiment, notamment tout ce qui est corps de chauffe, donc tout ce qui est en fonte, en acier, est très très intéressant. Et puis on a plusieurs exemples. Il y a même le pavillon des canaux qui fait une terrasse tous les ans, une nouvelle terrasse en matériaux de réemploi. Tous les étés, vous avez une pergola issue avec des matériaux de réemploi. Donc la structure, la filière de matériaux de réemploi est en train de se structurer. Voilà. Et il y a des très beaux exemples qui sont visibles. Chez Vinci Construction, on a aussi le projet qui s'appelle Pulse à Aubervilliers, dans lequel on a eu les faux planchers qui ont été issus du réemploi. Et également, je crois, je vais me couper si je me trompe, mais les rampes dans les escaliers. La grosse problématique de ce type de projet pour l'instant, c'est qu'on a effectivement des enjeux d'émergence de filières. Et c'est plus difficile de sourcer des faux planchers issus du réemploi que des ailes de faux planchers neufs. Mais ça devient des challenges qui sont de plus en plus adressés dans les projets. Je crois qu'on arrive au bout de cette heure de conférence. Je voulais à nouveau vous remercier, vous qui avez participé, remercier également les intervenants pour leur présentation de qualité. Merci également à Rosa Vicari qui a préparé avec moi cette conférence et qui
nous accompagne sur l'aspect valorisation des travaux du lab, et on voit que ça a de plus en plus d'impact. On organise la semaine prochaine chez Léonard une conférence sur la mobilité durable, en particulier la mobilité décarbonée, dans laquelle nous aurons les interventions de l'école des ponts, de André Brotteau, qui est anciennement Vinci Autoroute, Lionel Grain, le directeur innovation France d'Eurovia, et puis également la vice-présidente du Conseil général de l'Essonne en charge des mobilités. Et puis on a parlé avec Bruno notamment de différents outils d'ingénierie environnementale. On a parlé d'ACV, on a parlé d'outils de simulation énergétique, on a parlé de mouvement d'air, on a parlé d'énergie renouvelable. Et sur le site internet du lab, justement, on a énormément de ressources par rapport à ces questions-là, et notamment toutes les conférences qu'on a organisées sur ces thématiques que vous pouvez retrouver en replay. Donc je vous invite vraiment à le consulter. Et puis enfin, si jamais quelques architectes étaient présents dans la salle, vous dire aussi que les séminaires qu'on organise pour les discussions conjointes entre les ingénieurs et les architectes vous sont largement ouvertes. Et donc on peut, si vous le souhaitez, à l'issue de la conférence, vous mettre en lien avec Bruno ou avec Christophe Gobin qui les organise de façon assez régulière. Merci à tous, à bientôt et puis bon appétit.